Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde, consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Trésor Kibongula de Jeune Afrique. Au sommaire, la Gambie, un an après la chute de Yahya Jammeh, Adama Barrow, sans grande expérience politique, peine à trouver ses marques. Après 2 décennies de dictature, les Gambiens trépignent d'impatience et attendent des changements. Les élections locales prévues le 12 avril seront pour l'UDP, la coalition qui a porté au pouvoir le nouveau président, un test majeur. En RDC, tout comme pour les 2 précédentes marches, initiées par le comité laïque de coordination, la marche du 25 février a été réprimée par les forces de l'ordre. Le bilan dressé par le secrétariat général de la SYNCO fait état de 2 morts, 32 blessés et 76 interpellations sur l'ensemble du pays. Le 18 février 2017, après le départ en exil de Yahya Jammeh, Adama Barrow, qui avait prêté serment à Dakar, où il s'était réfugié pendant la crise post-électorale, prenait ses fonctions à Banjul. Un an plus tard, si la Gambie a tourné la page de la terreur, les Gambiens, eux, réclament des changements rapides, et notamment sur le plan économique. Et pour l'heure, Hassan Diop, ils se font attendre. Oui, ces changements se font attendre tout d'abord parce que 22 ans de dictature sont difficiles à solder en un an. Il faut donner du temps au temps, parce que en matière de violation des droits de l'homme massive, de privation des libertés, s'ajoutait le phénomène du contrôle des principaux secteurs économiques les plus rentables du pays par Yahya Jammeh en personne. Il avait plusieurs dizaines d'entreprises avec des prêts de nom ou à son nom, et dont les bénéfices, évidemment, allaient à son clan ou sur ses propres comptes en banque. Par ailleurs, on sait bien que lorsqu'il a quitté le pouvoir, il est parti également avec pas mal d'argent. Les États-Unis, d'ailleurs, se sont proposés d'aider la Gambie pour récupérer ses fonds. Et puis, chose très importante, il me semble, c'est que tout le monde applaudit des 2 mains la restauration d'un régime démocratique, en tout cas moins dictatorial en Gambie, mais ceux qui applaudissent des 2 mains, notamment les principaux bailleurs de fonds, ne mettent pas la main à la poche pour aider ce pays. Il faut savoir par exemple qu'il y a eu récemment une conférence concernant le plan national de développement de la Gambie, qui est estimé entre 2018 et 2021, c'est de l'ordre, je crois, de 2 milliards 2 milliards 4 de dollars. Mais le Sénégal a été le principal avocat de la Gambie pour réunir ces fonds, ce qui signifie que les principaux bailleurs de fonds, finalement, se montrent quelque peu passifs pour aider ce pays à redémarrer et à satisfaire surtout à ses besoins, aux besoins des populations. Et pourtant, il en donne des gages. Il va dans le sens, il y a sur le plan, moins sur le plan économique, mais sur le plan de la démocratisation, il a par exemple mis un moratoire sur la peine de mort où il va l'abolir. Donc ça, c'est des gages aussi qu'on donne aux partenaires extérieurs pour essayer d'avoir leur faveur. Il peut compter sur le Sénégal aussi, hein, qui est... alors, on n'arrête pas de souligner dans la presse sénégalaise et la presse gambienne que les relations entre Banjul et Dakar sont fluides. Donc voilà, on souligne la fluidité des relations entre Banjul et Dakar. Après, voilà, effectivement, on ne sort pas de 22 ans de dictature comme ça en un an. Adama Barrow avait dit qu'il ferait un mandat de 3 ans. Mais rien n'est sur cette décision, rien n'est encore moins sûr. C'était la condition sine qua non pour la coalition de l'opposition. Alors, on va voir sur les élections locales où finalement la vie politique va reprendre son cours. Mais voilà, c'est aussi une période de transition aussi. On est dans des régimes de transition. Alors, Trésor Kibongula, ouais. Sur le plan diplomatique, Adama Barrow a mis fin à l'isolement de son pays. Il s'est rendu à Paris, il s'est rendu à Bruxelles, à Dakar évidemment, mais également en Chine. Mais ses partenaires, comme le disaient Hassan et Stéphanie, tardent à accompagner le redémarrage de la Gambie. Oui, effectivement, sur le plan symbolique, il a reçu son coup, mais en interne, si les Gambiens sont aujourd'hui
impatients parce que les changements concrets sur leur quotidien ne sont pas encore arrivés. Les prix du poisson, de la viande est encore élevé et les Gambiens attendent aussi du président qu'il communique un peu plus, qu'il leur dise où est-ce qu'il compte amener les pays. Les Gambiens se demandent c'est quoi les projets vraiment de société de ces nouveaux présidents qui arrivent après ces 22 ans de dictature. C'est vrai qu'il y a une commission vérité, réconciliation et réparation qui vient d'être mise en place, mais est-ce que la justice va Pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul procès ouvert. Un seul procès ouvert. Est-ce que la justice va vraiment s'appliquer de manière à ce que les gens qui ont commis toutes ces violations des droits de l'homme à l'époque de Yahya Jammeh soient poursuivis? Et ça, ce sont des interrogations qui sont posées. Un vrai désir de justice de la part des Gambiens. Stéphanie Herdman. Non, je voulais confirmer ce que disait Trésor en disant qu'il y avait un vrai désir de justice de la part des Gambiens. Et on a vu cette effervescence aussi sur le plan des médias. Beaucoup de journalistes sont rentrés, 110 journalistes qui sont rentrés, des médias se sont formés, ouverts, beaucoup de radios, tout ça. Donc c'est vrai que les Gambiens sont impatients et en même temps... il faut du temps. Assane Diop, en accédant au pouvoir, Adama Barrow s'est engagé à ne faire que 3 ans. À rester au pouvoir 3 ans, il semble vouloir revenir sur cette décision. Comment interpréter cela? D'abord, il a souligné que cette promesse, c'était avant qu'il ne soit élu et que c'était de manière informelle, que c'était pas véritablement une déclaration solennelle ni un engagement solennel de sa part. Et s'il veut faire un deuxième mandat, moi je peux le comprendre dans la mesure où... Aller jusqu'au bout de son mandat qui est de 5 ans, parce qu'il avait prévu ne faire qu'un mandat de 3 ans. Voilà, de 3 ans. Et puis il veut d'ailleurs, à mon avis, il a l'intention de se représenter au terme de son mandat de 5 ans, parce qu'il ne fera pas que 3 ans. Moi je le comprends très bien, parce que, encore une fois, il a un chantier énorme. Il doit non seulement restaurer la démocratie, mais répondre aussi aux aspirations de développement, aux aspirations des populations, etc. Donc, il a un chantier, mais énorme. Donc, il ne peut pas tout seul, à mon avis, réussir à régler tous les problèmes et les attentes. Alors, les attentes les plus pressantes, c'est-à-dire la liberté de presse, la fin d'un système policier, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Encore une fois, je pense que ce pays, maintenant, il appartient à la communauté internationale, y compris d'ailleurs la CEDEAO, c'est-à-dire l'organisation sous-régionale, d'assurer maintenant le service après-vente, comme disait le fameux... On voit bien que la CEDEAO est toujours présente, et puis la sécurité d'Adama Barrow est toujours assurée par des soldats sénégalais. Oui, parce que, encore une fois, il y a des incertitudes, parce que la plupart des militaires qui sont encore là-bas sont issus de l'ex-pouvoir, et que la tentation de faire un coup, voilà... Il y a toujours des risques de déstabilisation. Il y a toujours n'est pas à exclure. Je pense que honnêtement, la présence militaire de la CEDEAO n'est pas une manière de remettre en question la souveraineté de ce pays, mais plutôt d'accompagner justement sur le plan sécuritaire, ce qui est très important, le processus de démocratisation. Alors Trésor Kibangula, le reproche qui est fait à Adama Barrow, c'est d'être un vassal de Dakar. Est-ce qu'il peut s'affranchir de Dakar? C'est vrai que le Sénégal aujourd'hui, c'est un véritable soutien d'Adama Barrow. D'ailleurs, on parlait de la question sécuritaire tout à l'heure. Il y a 500 soldats sénégalais qui sont positionnés au fief de l'ancien président, justement pour essayer de contenir des velléités de certains officiers qui seraient restés encore proches de l'ancien président. Donc, on ne peut pas reprocher à Adama Barrow de rester proche d'un pouvoir sénégalais qui l'a soutenu, alors que lui hérite d'une situation assez compliquée, la crise économique, la situation... donc il a des chantiers comme la réforme de l'appareil sécuritaire qui doit mettre en œuvre, qui n'est pas encore abouti. Alors il ne peut que compter sur des amis comme le président Macky Sall aujourd'hui. Il y a une formule à propos des relations entre le Sénégal et la Gambie, c'est-à-dire ces 2 États, une communauté de destin. Tout à fait. Voilà. Sénégambie. Stéphanie Herdman. Effectivement, Trésor parlait des soldats sénégalais déployés à Kanila, je crois, en fief de l'ancien président Yahya Jammeh. Et la campagne a été suspendue d'ailleurs pour les élections locales. Il y avait dans
cette région-là de la Gambie, parce qu'il y avait des tensions, il y a eu des affrontements entre les partisans, contre les partisans de l'ancien président. Donc c'est aussi un enjeu peut-être de réconciliation, parce que quand un régime dure 22 ans, il y en a toujours qui ont travaillé avec ce régime, et voilà, il faut aussi que les Gambiens se rassemblent. Mais peut-il y avoir réconciliation sans justice, puisqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul procès qui a été ouvert. Absolument. Cette justice, elle est demandée, elle est réclamée également, et d'ailleurs y compris par le Sénégal, ne serait-ce que le procès de Yahya Jammeh. Pour l'instant, ça paraît impossible, puisqu'il bénéficie... Le président de la Guinée équatoriale a dit qu'il ne serait jamais extradé. Voilà, il bénéficie de la protection de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui n'est pas exemplaire en matière de démocratie, puisque la principale force de l'opposition vient d'être suspendue, au nom d'une tentative de coup de pouce, un peu à l'image d'ailleurs de la Turquie. Donc Yahya Jammeh va continuer de couler des jours heureux, tranquilles, là-bas, en Guinée équatoriale. Je crois que c'est un retraité paysan, semble-t-il. Trésor Kibangula, la coalition qui a porté au pouvoir Adama Barrow semble se fissurer. Alors, les élections locales du 12 avril seront un vrai test. Effectivement, ça c'est un véritable parce qu'on dit qu'Adama Barrow, en arrivant au pouvoir, il est resté un peu le patin aussi bien du Sénégal que de ses alliés politiques. Maintenant, c'est l'heure de vérité qui s'approche. Est-ce qu'il saura s'émanciper pour montrer une voie et conserver tous les crédits qu'il a acquis pendant la présidentielle. Donc ça, c'est vraiment un test que... On lui reproche aussi de ne pas avoir d'expérience politique, parce que c'est un homme d'affaires. C'est à quoi je pensais. Et en plus, c'était pas lui le candidat normalement de l'opposition. Alors c'est parce que le précédent... C'était Darbo. Qui a été mis en prison. Mais cela dit... homme d'affaires qui revenait... Cela dit, l'expérience politique n'est pas forcément un critère pour gouverner un pays correctement. On a vu sous d'autres cieux, y compris en Occident, un monsieur de l'immobilier devenir président de la première puissance mondiale. On a vu ici en France monsieur Macron, financier de métier, devenir chef de l'État, tout jeune, moins de 40 ans. Donc je ne pense pas que ce soit le principal grief. C'est vrai que Adama Barrow a une personnalité un peu introvertie. Ce n'est pas un harangueur de foule, mais je crois en lui. Je crois qu'il est d'une grande sincérité. Et peut-être c'est ce qui va lui permettre petit à petit de s'imposer à la tête de ce pays. Et on suivra dans les prochaines éditions justement ce que deviendra la coalition qui a porté au pouvoir Adama Barrow. En RDC, 2-3 pour le comité laïque de coordination. Après les marches du 31 décembre et du 21 janvier, il persiste et signe. Une nouvelle marche a eu lieu le 25 février pour réclamer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Sur les 149 marches prévues sur l'ensemble du territoire, seules 16 ont pu se tenir sans entrave. Les évêques déplorent la répression violente par les forces de l'ordre, des manifestations pacifiques qui ont fait 2 morts, dont Rossi Mukendi Chimanga, activiste, membre du collectif 2016, le récit de Mevalo et de Francine Mokoko. Les hurlements et le désespoir d'un frère. Son frère, c'était lui, Rossi Mukendi Chimanga, une des 2 victimes des manifestations anti-Kabila. Il a été tué par la police alors qu'il s'était avec d'autres réfugiés dans la paroisse Saint-Benoît de Kinshasa. Il avait 36 ans, il était père de 2 enfants. La douleur semble avoir fait perdre la raison à sa sœur, comme à sa mère, que des proches entourent malgré leur propre peine et leur impuissance. Quant à son père, la colère l'empêche presque de parler. Le sang de mon fils criera vengeance, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai investi dans cet enfant et il était devenu l'espoir de toute une famille. Rossi était assistant à l'université. Il dirigeait le mouvement citoyen Collectif 2016 qui réclame le départ du président Kabila, un militant très respecté. Mais jusqu'à quand on va continuer à perdre le nôtre? Les rares des jeunes qui essayent de s'élever pour arracher la liberté, mais ils sont abattus sauvagement comme ça. La liberté ne nous sera jamais donnée sur un plateau d'or. La liberté s'arrache. Violence de la répression, les camarades de Rossi comptent donc poursuivre le combat, quel qu'en soit le prix.
Assane Diop, face à lui, Joseph Kabila a une église déterminée, mais à quel prix? Oui, je voudrais commenter un peu, si vous voulez, cette victime qui apparaît véritablement comme un martyr, comme l'exemple de ce système. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est engagé politiquement dans la société civile, semble-t-il, et voilà que apparemment sa mort ne semble pas comme ça. Je pense que sa mort était peut-être... il était ciblé. On peut penser qu'il était ciblé compte tenu de sa position. Et on voit bien sa famille réagir, combien de temps ça va durer. Et cette question, beaucoup de Congolais se le posent, beaucoup d'Africains se le posent. Comment un système qui n'a plus aucune légitimité, Kabila n'a plus aucune légitimité, mais il continue de contrôler l'appareil sécuritaire. Un appareil sécuritaire qui tire à vue. Il n'y a pas d'enquête. L'ONU promet d'encadrer les manifestations. 31 décembre, 21 janvier, 25 février, c'est toujours la même chose. On tire sur des gens innocents qui veulent exprimer leur ras-le-bol d'un pouvoir qui n'a, encore une fois plus, n'a plus aucune légitimité. Et ce qui me choque le plus, c'est ce que je disais à Trésor avant l'émission, ce qui me choque le plus, c'est que les responsables des deux principales instances de la transition, que ce soit le gouvernement Tshibala ou Olenga Koy qui dirige le Conseil de la transition, personne ne réagit. Alors qu'ils sont, semble-t-il, issus de l'opposition. En fait, ce ne sont que, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de gens, ce sont des alibis de Kabila. Ce sont des faire-valoir des alliés. Donc, je pense que la seule solution, effectivement, comme l'a dit l'un des intervenants de cette famille éplorée, c'est qu'effectivement, la liberté et la démocratie, c'est l'affaire des Congolais, mais il me semble que il faut absolument qu'il y ait un accompagnement, à commencer par un accompagnement d'Africains et surtout des pays de la sous-région, de la SADC. Mais alors, justement, Trésor Kibangula, cette semaine, dans les prochains jours, sont attendus à Kinshasa le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine. Cette semaine, le président angolais s'était rendu à Kinshasa. Ont-ils un moyen de pression sur Kabila ? On a assisté en effet à un ballet diplomatique ces 13 ou 14 derniers jours à Kinshasa. Il y a 4 chefs d'État africains qui sont passés voir le président Kabila. Au-delà de communiqués officiels qui signalaient les maintien des bonnes relations entre ces capitales africaines et Kinshasa, il y a eu quand même des messages forts en coulisses pour demander au président Kabila de respecter les accords. Même la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, qui a toujours fait bloc derrière Kabila, après la chute de Zuma, de Dos Santos, il y a des fissures, il y a des voix discordantes. On a entendu le Botswana demander à Kabila, en tout cas à la majorité présidentielle, d'amener le président Joseph Kabila a quitté le pouvoir dans le calme parce que c'est lui qui est la cause de ce qui se passe, parce qu'il a retardé de manière stratégique les élections. Donc, si, comme disait Hassan tout à l'heure, si la pression internationale se maintient et la pression interne avec l'Église qui n'abdique pas, qui n'abandonne pas malgré la répression sanglante, peut-être que le pouvoir peut revenir à la raison et conduire les pays vers des élections inclusives et acceptables. Est-ce que souhaite l'opposition congolaise aujourd'hui, Stéphanie Hardman, c'est une transition ? Oui, mais elle n'existe pas. Mais oui, malheureusement, pourra-t-elle l'obtenir ? Pour l'instant, oui, mais l'opposition, pour l'instant, est un peu hors jeu aussi. Elle est complètement dans ce schéma de la crise au Congo. C'est le CLC, le comité de coordination, le laïque de coordination, qui a beaucoup pris la main, avec beaucoup plus de crédibilité. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens aussi se mobilisent et suivent ce combat-là. Donc, ça va être effectivement ces deux pressions internes et régionales qui vont obliger, finalement, contraindre, c'est même pas revenir à la raison, ils vont contraindre le pouvoir à organiser les élections et que Joseph Kabila à ne pas se présenter, et donc il faut que les Congolais maintiennent la pression. Il faut aussi, on parlait d'alibi tout à l'heure concernant certaines figures de l'opposition, il faut aussi que la MONUSCO, dont le mandat va être revu à la fin du mois, c'est bien ça, 31 mars, revoit aussi son mandat, définisse beaucoup mieux son mandat, si elle ne veut pas passer elle non plus pour l'alibi de Joseph Kabila. Alors il y a le groupe d'études sur le Congo qui a fait quelques pistes, notamment davantage de protection pour les civils et aussi
conditionner la participation au processus électoral à la liberté de manifester, par exemple, parce que ces manifestations sont réprimées, mais elles ne sont pas autorisées. Elles sont prévues par la Constitution, pourtant. Ouais. Moi, je redoute des élections finalement tronquées. Parce que... Est-ce que ce ne sera pas le rôle justement de la MONUSCO de garantir des élections transparentes? Écoutez, la MONUSCO nous avait promis qu'elle allait encadrer les manifestations, on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il n'y aurait pas de victimes, etc. Elle a déployé des forces au moment des manifestations et ça n'a pas empêché la police de tirer. Et je pense que concernant le processus électoral, on a bien vu que Kabila et son clan veulent contrôler l'ensemble du processus, y compris le financement, la prise en charge de ces élections. Donc pour moi, c'est la preuve que de toute façon, ces élections ne vont pas se dérouler normalement et risquent d'être tronquées, truquées. D'autant plus que, comment voulez-vous, nous sommes au mois de mars. Et les élections sont supposées se tenir en décembre. Le 23 décembre. Les manifestations sont interdites. Les rassemblements publics de meetings politiques sont interdits. Comment voulez-vous que les opposants puissent exprimer, définir leur programme, rassembler leurs troupes? Il y a un autre opposant qui est en exil, Moïse Katumbi. Comment Moïse Katumbi peut-il faire campagne pour des élections en décembre? Comment la plupart des prisonniers politiques peuvent-ils participer au processus électoral? Donc, une fois de plus, je pense que l'ONU se raconte des histoires. Parce que l'ONU ne pourra pas exercer de réelle pression sur M. Kabila. Je pense que les seules pressions qui vaillent, c'est bien entendu cette église dynamique, volontariste. Avec Monseigneur Fridolin Amongo. Voilà, et puis surtout les pays de la sous-région, la SADC. Ce qui est encore effrayant dans ce qui se passe en RDC, c'est d'entendre certains officiels. Moi, j'étais effaré d'entendre le chef de la police à Kinshasa, le général Silvano Kasongo, en train d'haranguer ses troupes et de dire « vous pouvez tirer à balles blanches » parce que c'est toujours mieux de blesser que de tuer. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à 10 mois, à 9 mois de la présidentielle, on peut dire « ok, s'il y a des manifestants, parce que c'est interdit, on peut tirer sur des gens. » Et en même temps, à l'est du pays, il y a de militants de la société civile qui ont relevé des cas de motos estampillées, dont de la MONUSCO, qui ont servi à la répression. Des jeeps de la police qui sont allés se ravitailler dans des stations essence tenues par les casques bleus pour aller réprimer. Donc, il y a à la fois cette un double discours de la MONUSCO. Voilà, nécessité de réajuster le rôle de la MONUSCO dans ce qui va se passer, parce que aujourd'hui, la majorité présidentielle, en tout cas les PPRD, les partis du président Kabila, dit à haute voix qu'il veut aller vers des élections. Cap sur les élections, c'est ça le nouveau slogan, mais les élections dans quelles conditions? Les élections sans les opposants qui pourraient faire face aux candidats de la majorité, les élections sans un climat politique apaisé, sans l'ouverture politique. Voilà l'inquiétude aujourd'hui des Congolais. Voilà ce que les chrétiens même demandent à travers les comités laïques des coordinations. Ils demandent en tout cas la réouverture de l'espace politique, la décrispation politique telle que prévue dans l'accord de Saint-Sylvestre. Quelle réouverture de l'espace politique alors que toute la classe politique est illégitime, Stéphanie Hartmann, les députés comme les sénateurs? Oui, effectivement, c'est le problème des scrutins qui se font attendre aussi, voilà, qui ont perdu toute crédibilité. Non, moi je pensais aussi, parce que Trésor parlait du comité laïque de coordination, la prochaine étape aussi du comité laïque de coordination sera de sensibiliser aussi les forces de sécurité justement à ce combat. Et c'est là où ça sera, parce que vous disiez Kabila détient l'appareil sécuritaire, c'est là où ça fera aussi basculer le rapport de force. Après, il y a eu des gestes, je crois, qui ont été faits sur Kabila. L'armée est toujours pro-Kabila. Apparemment, oui. Majoritairement, pour l'instant. Oui, pour l'instant, en tout cas, tous les commandants qui gèrent à la fois les forces, la garde républicaine ou les forces terrestres, navales, sont vraiment de loyaux fidèles du président Kabila. Et les sanctions européennes contre bon nombre d'entre eux n'a pas du tout changé leur comportement, n'a aucune influence. Donc les sanctions ne sont pas opérantes. Et en plus de ça, si vous voulez, la communauté internationale au niveau de ces
ces pressions, les pressions de la communauté internationale sont limitées par les divisions même au sein de cette communauté internationale. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur la manière d'aborder les choses avec Kabila au niveau de l'ONU, de l'Union africaine, et de l'Union africaine et même de l'Union européenne. Donc Kabila surfe sur cette réalité pour continuer à régner à partir juste d'un système répressif. Je veux dire, en RDC, aujourd'hui, le pouvoir ne tient que par les moyens qu'il s'est donnés pour réprimer son peuple. Je ne vois pas d'autre type de comment dire, ce qui permet à ce pouvoir de survivre, c'est sa police, c'est la brutalité, c'est la répression. Et il faut en terminer. Alors, jusqu'où pourra aller le comité laïque de coordination, malgré ses morts, Trésor Kibangula? Le comité laïque de coordination dit qu'il ne peut plus reculer. Il y a eu trop de morts, ne serait-ce qu'au nom de la mémoire de ces personnes victimes de la brutalité et de la répression. Ils ne peuvent pas reculer. Ils doivent continuer et ils ont annoncé encore des marches. Donc, c'est pas encore programmé, mais il est prévu dans les jours ou les mois qui suivent d'autres marches de chrétiens pour continuer à demander, à exiger le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce sera le mot de la fin. C'était la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Atman d'Africa numéro 1 et Trésor Kibangula de Jeune Afrique. Vous pouvez revoir et réécouter l'émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli de TV5 Monde Afrique.